1995, Berne, Suisse. Pak Eun est un jeune collégien originaire de Corée du Nord. C'est un gars assez mystérieux, il parle pas beaucoup. Il est passionné par deux choses, le basket et la bande dessinée. Pak Eun a une petite particularité, c'est qu'il vit dans une résidence de luxe, se déplace uniquement dans sa voiture avec son propre chauffeur, et avec lui, il y a toujours ce gars, très silencieux, qui le suit partout. À s'y méprendre, on dirait presque un garde du corps. Alors évidemment, dans son collège, ça parle. On se dit que ça doit être le fils d'un diplomate, cette justification semble mettre tout le monde d'accord, alors on ne va pas chercher plus loin. Mais ses camarades de classe ne l'apprendront que bien plus tard. Cet élève un peu chelou ne s'appelait pas vraiment Pak Eun, mais Jong-eun. Kim Jong-un. Et 16 ans plus tard, il deviendra le dictateur d'une des puissances les plus inquiétantes du monde. Aujourd'hui les amis, je vais vous raconter l'histoire d'un des dirigeants les plus puissants et très certainement l'un des plus flippants de notre époque. Allié du président russe Vladimir Poutine, ennemi juré des États-Unis, mais surtout, vous allez voir, cette histoire, c'est l'histoire d'un homme bourré de paradoxes, le destin d'un dictateur sans pitié, avide de pouvoir, obsédé par l'arme nucléaire. Voici la très sombre histoire de Kim Jong-un. Cette histoire commence le 8 janvier 1982, ou 1983, ou 84. En fait, pour être honnête, je saurais pas trop vous dire quand commence cette histoire. On ne sait pas trop quand est né Kim Jong-un. Mais accrochez-vous, parce qu'en Corée du Nord, les zones d'ombre sont monnaie courante et le storytelling très important. Alors pourquoi on ne sait pas exactement? Parce qu'en fait, sur cette histoire de date, la dynastie des Kim, puisque c'est leur nom de famille, aime les années en deux. Le grand-père, Kim Il-sung, le fondateur de la dictature nord-coréenne, est né en 1912. Le père, Kim Jong-il, serait né en 1942. Alors officiellement, puisque on est parti sur des années en deux, le pouvoir nord-coréen dira que le fils, Kim Jong-un, est né en 1982, soit 70 ans après le grand-père. Voilà. Comme ça, sur le papier, ça claque. Bon, la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. D'ailleurs, c'est exactement la même chose pour le lieu de naissance. Jong-un est probablement né à Wonsan, une ville de la côte est de la Corée du Nord. Mais voilà, le problème, encore une fois, c'est que ça évoque rien. Alors, on refait l'histoire. Kim Jong-un serait né à Samjiyon, une ville au pied du mont Paktu, qui est un lieu hautement symbolique pour le peuple nord-coréen. Voilà, là les propagandistes sont contents, ça claque, ça raconte un truc. Bon, donc 8 janvier 1982, Samjiyon. Déjà, pour bien comprendre qui est Kim Jong-un, il faut remonter un peu dans le temps. Avant la Seconde Guerre mondiale, toute la Corée, nord, sud confondus, était colonisée par le Japon. Post-Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS libèrent le pays des Japonais. Et ces deux pays se partagent le gâteau en coupant la Corée en deux. Au nord, un régime communiste est installé, avec l'aide de l'URSS de Joseph Staline, et au sud, une république indépendante est proclamée, avec le soutien des Américains et de l'ONU. Ce gouvernement communiste, installé par Staline au nord, est dirigé par un certain Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un. D'ailleurs, ce fameux Kim Il-sung, il dirige le Parti du Travail de Corée, qui est à peu près le seul parti politique du pays. L'idéologie du parti, c'est ce qu'on appelle le juché. Le juché, c'est une pensée qu'il a lui-même construite et qui tourne autour du culte de la personnalité des Kim. Allez, je fais une dernière précision culturelle. Vous vous souvenez de ma vidéo sur le président chinois Xi Jinping? Bon, en tout cas, si vous l'avez vu, vous savez qu'en Chine, on dit d'abord le nom de famille et ensuite le prénom. Eh bien, en Corée, c'est exactement la même chose. Donc Kim, c'est le nom de famille et Il-sung, Jong-un, ça c'est leur prénom. Et oui, depuis le début de la vidéo, je dis Kim Jong-un et pas Kim Jong-un, comme on l'entend parfois dans les médias. Et c'est pas une erreur, c'est la vraie prononciation. Kim Jong-un et pas Kim Jong-un. Bon, je fais le mec, mais moi aussi je l'ai appris en préparant la vidéo. Bref, vous l'avez compris, le père Il-sung, il est très très ambitieux. Tellement ambitieux qu'il veut gouverner la Corée tout entière. Alors, en 1950, il décide tout simplement d'envahir le Sud. L'ONU constate l'agression d'un pays par un autre et décide de faire intervenir ses pays membres. Et puisque les États-Unis ont des forces armées dans le coin, c'est eux qui finiront par prendre le lead de cette contre-attaque à l'américaine. We are united in detesting communist slavery. We know that the cost of freedom is high, but we are determined to preserve our freedom
no matter what the cost. Les GI bombardent les villages nord-coréens avec du napalm, c'est de l'essence gélifiée qui brûle tout sur son passage. La Corée du Nord est complètement anéantie et en 1953, à la fin de la guerre, les Nord-Coréens sont complètement traumatisés. On estime que plus de 200 000 soldats nord-coréens sont morts pendant cette guerre, ainsi que plusieurs millions de civils. Cette défaite, pourtant, elle n'empêche pas Kim Il-sung d'asseoir un peu plus son pouvoir totalitaire, militaire, basé sur une propagande très puissante qui fera des Américains les ennemis numéro 1 du régime. C'est une véritable dictature. Dès les années 70 et jusqu'à la mort de Kim Il-sung en 1994, son fils Kim Jong-il va se former à ses côtés. Mais je suis pas là pour vous parler de Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, donc plutôt que de m'attarder sur la politique de Papa Kim, parlons de ses enfants. Et des enfants, il en a eu beaucoup avec différentes femmes. Sans rentrer dans le détail, Jong-il a 4 filles dont on se fout un peu, honnêtement. Enfin, pas moi je me fous pas de ces filles, mais le pouvoir en Corée du Nord, c'est un peu un format de Ben Never. Est-ce que c'est une bonne comparaison? Donc, on va se concentrer sur les frères, pas parce que la vie des mecs est particulièrement plus intéressante, mais vous allez voir, Kim Jong-un était loin d'être le premier choix. Kim Jong-il a 3 fils. Le premier s'appelle Kim Jong-nam, le second s'appelle Kim Jong-chol, et le troisième s'appelle Kim Jong-un. La mère de Jong-un, elle, s'appelle Ko Yong-hee, et on peut pas dire qu'elle fasse la fierté du pouvoir nord-coréen. Yong-hee a des origines japonaises. Aïe, bah ouais, les Japonais sont les anciens colons, ça la fout mal. Mais bon, pour ses fils, ça change pas grand-chose puisqu'ils sont quand même éduqués comme des princes. Clairement, Kim Jong-un n'a jamais vécu comme un nord-coréen normal, c'est important de le dire. Il vit à Pyongyang, qui est la capitale de la Corée du Nord, dans le luxe et le confort du pouvoir, complètement coupé du monde extérieur. Mais ça va pas durer. En 1995, alors que son père est au pouvoir depuis quelques mois, le jeune Jong-un est envoyé dans un collège à Berne, en Suisse. Il a 13 ans et évidemment, on lui donne un faux nom. Pak-eun, c'est cette histoire que je vous racontais au début, et même s'il découvre un nouvel environnement, ça reste un mec très solitaire, très introverti. En fait, il a pas trop le choix, il est clairement pas comme les autres élèves. La fête, les copains, tout ça, ça l'intéresse pas des masses. Ce qu'aime Pak-eun, c'est être peinard dans sa chambre pour suivre les matchs de basket. Il est fou de la NBA, la ligue de basket américaine. Apparemment, il dort même avec un ballon de basket, type chelou un peu. Et quand c'est pas soir de match, Jong-un, il mate les films de Jackie Chan et de Jean-Claude Van Damme. Ouais. Fun fact, c'est aussi un sneakers addict. Il collectionne les paires de Nike, ce qui est quand même un comble absolu pour le petit-fils du type qui a instauré une politique anti-américaine dans tout le pays. Que voulez-vous, Jong-un, c'est un peu l'ado de base des années 90. Il aime le sport et la castagne. Mais pendant que Kim Jong-un vit une adolescence hyper paisible en Suisse, il passe complètement à côté d'une tragédie qui frappe son pays natal. Entre 1994 et 1998, une famine provoque la mort d'au moins 1,5 million de Nord-Coréens. Je sais pas si vous réalisez, mais c'est énorme. 10% de la population est décimée en 4 ans. Des failles dans le modèle agricole sont pointées du doigt, sauf que, en fait, très vite, on réalise qu'il y a autre chose. Des ONG, comme Médecins du Monde ou Médecins sans frontières, dénoncent des détournements des aides humanitaires envoyées par la communauté internationale à l'État nord-coréen. Elles auraient en fait servi non seulement à nourrir les élites et l'armée, mais elles auraient surtout alimenté un projet qui obsède Kim Jong-il, le père de Jong-un, avoir l'arme nucléaire. Alors en 2000, la famine derrière les Nord-Coréens, Kim Jong-un a 17 ans et il décide de rentrer chez lui. Il rentre à Pyongyang où son père dirige le pays d'une main de fer. En 5 ans, il faut dire que la Corée du Nord a pas mal changé, et lui aussi d'ailleurs. Jong-un veut apprendre aux côtés de son père. C'est le 3e frère, donc a priori il sera pas dictateur, mais vous allez voir, tout ne va pas se passer comme prévu. De retour à Pyongyang, Jong-un s'inscrit à l'université Kim Il-sung. Bon, c'est quand même marrant d'étudier dans une université qui porte le nom de ton grand-père. Jong-un étudie l'histoire et la science politique, puis en 2002, il rejoint l'armée pour se former au métier d'officier. Et alors là, pour Jong-un, c'est une révélation, il se sent complètement à sa place. À cette période, son père, Kim Jong-il, sent qu'il vieillit et il commence sérieusement à réfléchir à un héritier. Pour lui, c'est évident, le pouvoir doit rester dans les mains des Kim. Mais alors, quel Kim choisir? Évidemment, la logique veut plutôt qu'il se tourne vers son fils aîné, Kim Jong-nam, mais entre nous, Jong-nam, c'est pas le mec idéal pour ce job. Le type est fasciné par l'Occident, il va même s'installer à Macao, une région autonome de Chine, et il est très critique du pouvoir nord-coréen. Ce qui est au passage une très mauvaise idée. En Corée du Nord, quand t'es pas d'accord, franchement, tu te tais. Mais donc, mauvaise pioche, le dissident Jong-nam ne sera donc pas le prochain dirigeant de la Corée du Nord. Kim Jong-il se tourne alors vers son 2e fils, Jong-chol, il commence à le former, mais Jong-chol est hyper mal à l'aise en public. C'est un gars timide, il a pas la fibre guerrière. Bon, ça va pas le faire, alors Jong-chol se retire. Et donc,
Il reste plus que le Kim qui nous intéresse dans cette histoire. Le fameux Jong-un. Et son père y croit bien. Il est loyal, il aime l'armée. Alors, le 15 janvier 2009, Kim Jong-il annonce à son peuple qu'au moment venu, c'est Kim Jong-un qui lui succédera. Et à ce moment-là, il y en a un qui mâche pas ses mots, c'est son demi-frère Jong-nam, qui pue le seum, je sais pas comment le dire autrement. Jong-nam, le premier évincé, annonce qu'il est hyper hostile à la succession héréditaire du pouvoir. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Sa résidence à Pyongyang est saisie, ses collaborateurs sont arrêtés. C'est un premier avertissement, en bonne et due forme. Ceci dit, Kim Jong-il a bien conscience qu'il faut que la succession paraisse au moins un peu naturelle pour le peuple. Alors, dès le début de l'année 2009, Jong-un est d'abord nommé à la tête de la sécurité d'État. C'est la police secrète, tout simplement. En mars, il est élu député. La propagande dit élu pour donner un semblant de démocratie, mais vu qu'il n'y a qu'un seul parti dans tout le pays, vous imaginez bien que c'est vite réglé. L'année suivante, Jong-un est promu général d'armée. Il intègre le comité central du Parti du Travail. Et enfin, dernière ligne droite, le 10 février 2011, il devient vice-président du comité de la défense nationale. Bon, vous avez l'impression que ça va un peu vite. Moi aussi. En gros, en seulement 2 ans, Kim Jong-un a été catapulté numéro 2 du régime. Le peuple nord-coréen assiste à cette ascension éclair complètement impuissant. Bien sûr, parallèlement à toutes ces nominations express, Kim Jong-il compte beaucoup sur les services de propagande qui ont mis le paquet. Kim Jong-un est qualifié de brillantissime camarade ou de génie de la science militaire. On raconte qu'il ne dort que 4 heures par nuit, des badges à son effigie sont imprimés et sa date d'anniversaire, le 8 janvier, devient carrément un jour férié. Alors les mois passent, on est maintenant le 17 décembre 2011 et la Corée du Nord vit un drame. Le bien-aimé Kim Jong-il décède d'une crise cardiaque à 70 ans. Alors le pays est dévasté. Mais que les Nord-Coréens ne s'inquiètent pas trop, le défunt dictateur avait bien préparé sa succession. Cette fois ça y est, il a seulement 27 ans et Kim Jong-un va devenir officiellement l'un des hommes les plus puissants du monde. 28 décembre 2011, Pyongyang. Le peuple nord-coréen est inconsolable. Aujourd'hui, on enterre son chef Kim Jong-il. 위대한 용도자 김정일 동지께서 주체 100 2011년 12월 17일 8시 30분에 현지 지도의 길에서 급병으로 서거하셨다는 것을 가장 비통한 심정으로 알린다. 우리는 김정은 동지의 영도 따라 슬픔을 힘과 용기로 바꾸어 오늘의 난국을 이겨내며 주체혁명의 위대한 새 승리를 위하여 더욱 억세게 투쟁해 나가야 한다. Cette archive, je la trouve dingue. Je la trouve dingue parce que cette journaliste qui est habillée tout en noir, qui a la voix qui tremble tellement elle est au bord des larmes, on a vraiment du mal à concevoir ça depuis la France. 자금을 잃고 우리가 뭘 어떻게 해야 한다는 겁니까? Ces réactions sont quand même folles, surtout quand on sait que Kim Jong-il, c'est un dictateur très dur, qui a quand même réduit son peuple à la misère et à la famine. Mais bon, en même temps, quand t'es filmé, pas trop le choix, vaut mieux montrer qu'on est dévasté par le décès du dirigeant du régime. Kim Jong-un, lui, pleure aussi, en même temps, il vient de perdre son père. Sur les images, on le voit accompagner le cercueil, et derrière lui, il y a cet oncle, Chang Song-taek. Chang a été choisi par Kim Jong-il lui-même pour continuer de former son fils à la politique et gérer un peu les débuts le temps que le fiston prenne ses marques. Les cérémonies d'intronisation en tout genre se multiplient pour le nouveau dirigeant jusqu'en juillet 2012 où Kim Jong-un est nommé maréchal. Maréchal comme son père et son grand-père avant lui. Le plus haut titre qu'on puisse avoir en Corée du Nord. Cette même année, le nouveau dirigeant suprême et son épouse, il a une femme qui s'appelle Ri Sol-ju et ils ont une fille ensemble, Kim Yoo-hae. Et devinez en quelle année elle est née ? Eh bah, en 2012. Waouh! Hasard de dingue! Encore les années en deux dont je vous parlais depuis le début. En tant que maréchal de la Corée du Nord, Kim Jong-un adopte un style assez bling-bling. Il aime les belles bagnoles, le whisky, le golf, et sa femme, Ri Sol-ju, elle s'habille carrément en Chanel et en Dior. L'idée c'est con, mais c'est de dire, en Corée du Nord, on vit aussi bien qu'en Corée du Sud. Spoiler, ça n'est pas le cas, mais ça n'empêche pas Kim Jong-un d'avoir des drôles d'amis, comme par exemple ce basketteur américain Dennis Rodman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marshall.
birthday to you. Bon, et côté politique intérieure, Kim Jong-un met un point d'honneur à ce que Pyongyang soit la vitrine officielle du pays. Depuis qu'il est au pouvoir, c'est simple, il inaugure un quartier par an. Rendez-vous compte, à Pyongyang, une cinquantaine d'immeubles sont sortis de terre en moins de 10 ans. Dans son délire de grandeur, et pour se rappeler les montagnes suisses sans doute, il inaugure aussi une station de ski. Ouais, une partie du peuple crève encore de faim, mais au moins, les élites peuvent skier. C'est clair qu'en termes de prio, on est bien là. Change rien. Les campagnes sont toujours plus pauvres, les paysans labourent les champs à la main, et puis les ploucs de la campagne restent à la campagne. Pas question qu'ils rentrent dans Pyongyang. Pour rentrer dans la capitale, il faut un laissez-passer qui est réservé aux plus fidèles du régime. D'ailleurs, en parlant de fidélité, la capitale, c'est que ça. Que des références au Kim. Des statues partout, des portraits jusque dans les métros, et dès l'âge de 14 ans, les Nord-Coréens sont obligés de porter un pins à l'effigie du dictateur. En fait, Kim Jong-un marche complètement dans les pas de son père, je dirais même de son grand-père. D'ailleurs, il ressemble beaucoup à son grand-père. Ils font la même taille, 1m75, ils ont la même stature, même regard. Il faut savoir que Kim Jong-un, il joue beaucoup de cette ressemblance. Il copie sa manière de se coiffer, de parler, de s'habiller. J'ai pu même lire qu'on disait qu'il faisait de la chirurgie esthétique pour ressembler un peu à papy. Et malheureusement, la manière dont il s'en inspire le plus, c'est pour gouverner. Encore et toujours par la terreur. Il attend une loyauté absolue de ses collaborateurs et la moindre hésitation est immédiatement sanctionnée. D'ailleurs, on ne le sait pas forcément, mais il existe encore en Corée du Nord des camps de concentration. Ce sont des camps pour les prisonniers politiques. Les rares personnes qui s'en sont échappées racontent la violence, les viols, les exécutions arbitraires. Et en termes de chiffres, c'est très loin d'être anecdotique puisqu'on estime qu'il y a encore 200 000 prisonniers dans ces camps. Ce n'est d'ailleurs pas la seule réponse de Kim Jong-un à d'éventuelles trahisons. Dans un régime dictatorial comme la Corée du Nord, il y a encore, vous vous en doutez, la peine de mort. Et il a la gâchette facile. Je vous donne un exemple que je trouve particulièrement marquant. Vous vous souvenez de Chang Song-taek, son oncle ? Eh bien, Kim Jong-un a vraiment eu du mal à supporter ce comportement de régent. Il avait l'impression que son oncle le prenait pour un gamin, que Chang menait sa propre politique. Alors, le 8 décembre 2013, en pleine réunion du parti, Chang est arrêté. Il sera jugé 2 jours plus tard. Il est reconnu coupable de corruption, de trahison et de libertinage. 개만도 못한 추악한 인간 쓰레기의 장성택은 당과 수령로부터 받아하는 하늘 같은 믿음과 뜨거운 육신적 사랑을 배신하고 천인공노할 반역행위를 감행하였다. Le 12 décembre 2013, la sentence tombe, Chang Song-taek est condamné à mort et exécuté dans la foulée. Cette exécution sonne aussi comme un véritable choc pour les Nord-Coréens, qui comprennent alors que rien ne va changer sous Kim Jong-un, qui, sous ses airs de « ouais, je bois du whisky, je regarde le basket », se révèle en fait aussi cruel que ses prédécesseurs. Au début du règne de Kim Jong-un, il faut bien le dire, la situation économique de certains Nord-Coréens s'améliore un peu. Bon, mais il reste encore beaucoup de choses qui dysfonctionnent. Déjà, beaucoup de gens continuent à avoir faim, c'est un problème. Les services publics comme les transports, l'électricité, les services de santé sont ultra corrompus. Très concrètement, aujourd'hui, la Corée du Nord fait face à un gigantesque trafic de médicaments pour permettre aux plus pauvres de pouvoir se soigner, tandis que les plus riches vont à l'étranger. Le bel idéal égalitaire dont finalement rêvaient les communistes. Et puis, la Corée du Nord est sous le coup de nombreuses sanctions économiques de la part de la communauté internationale. En fait, dès 2006, Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, avait annoncé avoir réussi un premier essai nucléaire. À ce moment-là, évidemment, réaction de la part de la communauté internationale, on décide d'empêcher la Corée du Nord d'exporter de la nourriture, des minerais et des équipements électriques par exemple. Mais on interdit aussi le fait d'importer des produits de luxe. Le but à ce moment-là, c'est d'isoler le pays, l'appauvrir et le faire céder, que Papa Kim arrête ses conneries avec ses folies nucléaires. En plus, ça arrive à une période où la Corée du Nord commence un tout petit peu à sourire sur le monde, dans l'espoir de s'enrichir. Bon, mais on peut pas dire que ces sanctions aient réellement fonctionné, puisque depuis 2006, la Corée du Nord a tout fait sauf se calmer. L'arme nucléaire, l'arme atomique, c'est devenu l'obsession numéro 1 de Kim Jong-un quand il se lève le matin. 문제에서는 전쟁 억제 전략과 전쟁 수행 전략의 모든 면에서 핵무력의 중추적 역할을 높이고 핵무력의 경상적인 전투 준비 태세를 완비해 나가야 합니다. 우리는 위대한 장군님이 유산인 핵 억제력을 항구적으로 틀어지고 나가는 문제를 도파하자고 합니다. En 2013, il se passe aussi quelque chose de très important. Kim Jong-un dénonce l'armistice de 1953. En gros, il relance la guerre entre les deux Corées. Entre Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, et Séoul, la capitale de la Corée du Sud, toutes les communications sont suspendues. Les missiles sont installés et les deux pays se tiennent prêts. Mais finalement, leur voisin, la Chine entre autres, va calmer le jeu. 更不能为一己之私把一个地区乃至世界搞乱。各位来宾，
女士们、先生们、朋友们。 En fait, ce que veut vraiment Kim Jong-un, c'est montrer au monde entier qu'il est tenace, prêt à tout pour que l'Occident et surtout les États-Unis le reconnaissent comme le leader d'une puissance nucléaire. D'ailleurs, il va même jusqu'à diffuser un clip de propagande dans lequel la Corée du Nord envoie une bombe sur une ville américaine. Depuis, Kim Jong-un joue au yo-yo. Des menaces, des essais nucléaires, ça se calme, puis ça repart. Et ces menaces, le monde entier les prend très au sérieux. On sait que la Corée du Nord a d'énormes ressources en uranium. L'uranium, qui est un métal radioactif qui peut être utilisé pour construire une bombe nucléaire. Et d'ailleurs, autant la Corée du Nord a ses sols remplis d'uranium, autant manque de bol, en Corée du Sud, il n'y en a pas un pet. Donc oui, la menace nucléaire est bien réelle. Et j'avance un peu dans le temps pour m'arrêter sur l'année 2017. À ce moment-là, le régime nord-coréen annonce avoir testé un missile intercontinental tellement puissant qu'il est capable d'atteindre les côtes américaines. 우리의 핵 과학자들은 9월 3일 12시 우리나라 북부 핵시험장에서 대륙간 탄도로켓 장착용 수소탄 시험을 성공적으로 단행하였다. Désormais, Kim Jong-un l'annonce haut et fort, les États-Unis sont à portée de tir. À seulement 34 ans, le jeune Kim vient de réaliser le rêve de son grand-père. À ce moment-là, aux États-Unis, c'est le républicain Donald Trump qui est au pouvoir. Et si vous avez vu ma vidéo sur lui, vous savez que Trump, faut pas le chauffer. Alors, à toutes ces provocations nord-coréennes, Donald Trump répond ça. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. Ouais, diplomatie à la Donald Trump, quoi. Pendant ce temps-là, le reste du monde occidental a très peur d'une escalade, mais décidément, tout ne va pas se passer comme prévu. Alors, vous le savez si vous regardez mes shorts pour la petite histoire, mais pour la petite histoire, Kim Jong-nam, le frère aîné qui habite à l'étranger, vous savez, celui qui est pas content, eh ben, il a tellement critiqué le régime qu'un jour, comme ça, il marche dans un aéroport, à Kuala Lumpur, en Malaisie, ça me rappelle des souvenirs, il est seul, il se méfie pas, et tout d'un coup, deux femmes plaquent leurs mains sur son visage avant de s'enfuir. Quelques minutes plus tard, Kim Jong-nam s'évanouit, puis finira par décéder dans une clinique. Assez vite, en fait, on comprend que ces deux femmes lui ont plaqué un tissu imbibé de produits toxiques sous le nez, et cet assassinat laisse peu de doute quand même de l'implication du régime nord-coréen, qui pourtant nie en bloc. En éliminant Jong-nam, Jong-un élimine ainsi un Kim un peu trop bavard. Alors, s'il a probablement programmé l'assassinat de son propre frère, au fil des années, Kim Jong-un affiche un visage plus pacifiste. En février 2018, pour les Jeux Olympiques d'hiver qui ont lieu en Corée du Sud, le monde assiste à un rapprochement historique entre les deux pays. Déjà, les deux Corées défilent ensemble lors de la cérémonie d'ouverture. Et puis, pour la première fois depuis 1953, le chef de la Corée du Nord franchit la frontière entre les deux Corées. Kim Jong-un rencontre alors son homologue sud-coréen, Moon Jae-in. Encore plus dingue, en juin 2019, le président des États-Unis, Donald Trump, rencontre Kim Jong-un et fait quelques pas en Corée du Nord. C'est tout simplement la première fois de l'histoire qu'un président américain foule le sol de ce pays. Stepping across that line was a great honor. A lot of progress has been made. A lot of friendships have been made, and this has been in particular a great friendship. So I just want to thank you. That was very quick notice and I want to thank you. Mais cette scène, elle est lunaire, surtout quand on a vu les images quelques années plus tôt. Bon alors attention, parce qu'ils font les bons copains comme ça sur les images, mais pas trop quand même. En vérité, les tensions ressurgissent hyper vite entre les États-Unis et la Corée du Nord. Comme l'autre là, il veut pas arrêter ses programmes nucléaires, eh bien la communauté internationale n'arrête pas non plus ses sanctions économiques. Et puis, un des alliés de la Corée du Nord n'est autre que la Russie de Vladimir Poutine. Et niveau business, Poutine entend bien acheter des munitions nord-coréennes pour continuer ses offensives en Ukraine. Je vous en parlais d'ailleurs un peu dans mon dernier reportage où je me suis rendu là-bas sur place en Ukraine. En échange, la Corée du Nord pourrait bénéficier de l'aide de la Russie pour développer son programme de missiles. C'est gagnant-gagnant. Entre parias de l'Occident, on se comprend. Et ce duo-là, il inquiète beaucoup le monde occidental. Rappelons quand même que l'armée nord-coréenne, c'est la 4e armée du monde, derrière la Chine, les États-Unis et l'Inde, avec plus d'1 million de militaires dans ses rangs, avec le statut d'État nucléaire qu'il a d'ailleurs fait inscrire dans la Constitution le 28 septembre dernier. Kim Jong-un a réussi son pari, il est parvenu à réaliser le fantasme de son père et de son grand-père avant lui. L'histoire de Kim Jong-un, c'est l'histoire d'un fils de dictateur élevé comme un prince, formaté pour devenir un tyran à son tour. C'est l'histoire d'un jeune homme de 27 ans propulsé au pouvoir, qui cherche sempiternellement depuis ce jour à prouver qu'il est fait du même bois que ses ancêtres. L'histoire de Kim Jong-un, c'est l'histoire d'un homme sans pitié, gouverné par l'ego, l'histoire d'un homme plein de paradoxes, d'un dirigeant fasciné par l'armée, qui incarne aujourd'hui la principale menace d'une guerre nucléaire dans le monde. C'était l'histoire de Kim Jong-un. Je vous demande juste un truc, regardez si vous êtes bien abonné à ma chaîne, c'est hyper important pour soutenir mon travail, on se voit bientôt.